Bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. Mon nom est Claudia et mon intention avec ce podcast est de t'amener dans un monde d'inspiration, de découverte et d'apprentissage grâce à une panoplie de sujets et d'histoires variées en lien avec la santé globale, les habitudes de vie, le développement personnel et spirituel pour que tu puisses vivre une vie awesome alignée selon tes termes. Je t'invite à t'y abonner, à le partager et à laisser 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Merci vraiment d'être à l'écoute. You're awesome! What is up, humains awesome? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue dans la nouvelle conversation awesome de la semaine, épisode 252 aujourd'hui, en mode solo, en format Q&A, questions-réponses pour répondre à vos questions sur mon voyage en Égypte. Donc, à l'épisode 250, qui était, le 250e épisode, l'épisode de la semaine de ma fête, j'avais glissé un petit mot sur mon pèlerinage en Égypte. Mais quand j'ai enregistré l'épisode, je revenais tout juste de ce voyage-là. J'étais encore bien loin d'avoir commencé mon intégration post-voyage. Je trouvais difficilement les mots pour exprimer qu'est-ce que j'avais vécu là-bas. Et aussi, moi, je suis le genre de personne que je vais vivre quelque chose. Après ça, je vais me retirer en mode solo, dans ma propre énergie, pour process, intégrer, comprendre, faire du sens et éventuellement, bien sûr, incarner ce que j'ai vécu dans mon quotidien pour ensuite le partager. Donc là, quelques semaines plus tard, je me sens beaucoup plus à l'aise et mieux équipée de vous en jaser et j'ai reçu, bien sûr, plein de questions super pertinentes sur mon voyage. Donc, je me suis dit, parfait, on va faire un autre épisode au complet là-dessus, avec des meilleurs mots et façons d'exprimer ce qui s'est passé et bien sûr, prendre le temps de répondre à vos nombreuses questions. Donc, premièrement, merci à ceux et celles qui ont envoyé des questions par rapport à l'Égypte ou que j'ai croisés dans la dernière semaine et qui me posaient des questions. J'ai vu quelques amis, 3 jours après que je sois revenue, puis ils me disaient « Ah, puis Claudia, c'était comment ton voyage? » Puis j'étais comme « Ouais, les filles, vous allez devoir me poser des questions beaucoup plus spécifiques que ça parce que je sais vraiment pas comment répondre à cette question-là. » Encore une fois, surtout parce que c'était tellement frais, puis j'étais encore un peu dans le retour du décalage, etc. Donc, j'ai pris ces questions-là plus spécifiques en note et mon intention aujourd'hui, c'est de répondre à ces questions-là. Et toujours avec, je l'espère, une espèce de teinte d'inspiration, puis que ce soit pas juste comme moi qui vous jase de mon voyage en Égypte pendant 45 minutes, tu sais, mais que pendant que vous écoutez mes réponses, puis pendant que vous filez avec moi l'expérience que j'ai vécue, justement, filez dans votre propre corps. Qu'est-ce qui résonne? Qu'est-ce qui vous crée un petit aha moment? Une chose peut-être que je vais mentionner qui va rester avec vous, puis écoutez ces petits hits d'intuition-là, ces petits signes, ces messages-là qui, viennent de mes paroles aujourd'hui, mais qui sont bien sûr reçus par tous vos sens et surtout par votre corps, votre âme, votre cœur. Donc, encore une fois, je veux pas que ce soit juste un épisode de comme « Ah, Claudia me raconte son voyage en Égypte », quoique je me suis fait dire que c'était vraiment intéressant, fait que super. Mais comme d'habitude, je veux que le podcast, ce soit toujours une plateforme où est-ce que je peux inspirer, vulgariser, éduquer, partager qu'est-ce que moi je vis pour que vous puissiez en bénéficier à votre façon, en fait. Donc, voilà. Fait qu'on va commencer avec la première question, qui est un ramassis de plusieurs questions semblables que j'ai reçues. L'Égypte, c'est un pays qui est, oui, très, très, très touristique, bien sûr. C'est un pays qui est progressiste, dans le sens que, oui, il y a bien sûr la culture, religion musulmane, tout ça. Par contre, il y a aussi d'autres religions dans le pays. Ils sont habitués d'avoir des touristes, de voir des personnes blanches, de voir des femmes qui sont moins couvertes. Ceci étant dit, j'ai eu plusieurs questions de « Puis Claudia, c'était comment pour toi d'être dans un pays musulman? C'était comment pour toi d'être une femme qui était, par exemple, pas voilée, qui se promenait dans les rues? C'était comment pour toi d'être dans un men's world où est-ce qu'apparemment, on les voit pas vraiment, les femmes, tu sais? » Puis, c'est sûr que je pense que j'ai dit exactement ça à l'épisode 250 quand je parlais d'autres choses, ou quelque chose de similaire, là, je me souviens pas. C'est sûr que ma réponse, je la donne parce que, bien sûr, c'est mon expérience personnelle à moi et je suis très consciente que je réponds cette réponse-là, surtout parce que c'était principalement un voyage
organisé. On avait nos 2 guides locaux égyptiens qui s'occupaient de nous. J'étais pas en train de me pavaner toute seule en mode backpacking, voyageuse, femme, solo, dans plein de régions peut-être moins touristiques ou peut-être plus éloignées. Donc, ma réponse à cette question-là ou à ce ramassis de questions-là serait bien sûr différente si la nature de mon voyage avait été différente. Mais parce que j'étais dans ces conditions-là, ces circonstances-là, jamais je me suis sentie pas en sécurité. Oui, c'est un men's world dans le sens que tu conduis dans... bon, bien sûr, c'est pas nous qui conduisait, mais je veux dire, tu te fais conduire d'une place à l'autre et tu vois dans la rue, dans les magasins, même les gens qui s'occupaient de nous sur le bateau, dans les hôtels, c'était... Bon Dieu, qu'à 98% des hommes, tu sais, parce que c'est les hommes qui travaillent. Et les femmes, ben, restent, c'est ça, soit cachées littéralement par le hijab ou, tu sais, je connais pas les termes puis les différences précises. Au niveau de, justement, qu'est-ce qu'ils portent, en fait, pour se couvrir, ou tu les vois juste pas parce qu'ils sont à la maison, puis ils s'occupent de la maison, puis des enfants, tout ça. Ceci étant dit, il y a eu beaucoup d'évolution, comme je disais, beaucoup de progrès, entre guillemets, je mets ça entre guillemets parce qu'on peut utiliser le terme qu'on veut, d'évolution dans les dernières années, où est-ce que je parlais, entre autres, avec Mr. Ashraf, qui était un de nos 2 guides, qui a 54 ans, et lui, il disait qu'effectivement, dans les 20 dernières années, même dans les 10 dernières années, les femmes ont un beaucoup plus grand rôle, et c'est rendu beaucoup plus un choix de rester voilées ou de rester à la maison, de ne pas travailler, mais elles ont vraiment le droit de travailler aussi. C'est juste que, justement, culturellement, parce que ça fait tellement d'années que, ben, it's a man's world, hein, pour simplifier le tout, ben, on les voit encore pas autant que les hommes dans la vie quotidienne, le travail, les industries, etc. Donc, non, je me suis jamais sentie pas en danger. Est-ce qu'on s'est fait observer? Oui, je veux dire, on est une gang de 13 femmes blanches, pas couvertes, qui arrivons dans une station-service pour aller faire pipi en chemin vers le désert. Et que là, on voit des hommes locaux qui sont pas habitués, genre, de voir ça, entre guillemets. Ben oui, on s'est fait observer, c'est sûr. Mais j'ai ressenti beaucoup plus une curiosité que, par exemple, quand tu te promènes en Amérique latine puis tu te fais siffler à chaque coin de rue, là, tu sais, puis c'est vraiment plus en mode, genre, charming, les femmes, c'est des objets, puis comme on veut les dévorer, puis genre, oh mon Dieu, tu sais. Donc, encore une fois, c'est mon expérience personnelle. Je suis certaine qu'il y a d'autres personnes qui sont allées en Égypte, qui se sont peut-être pas senties autant en sécurité, ou qu'en tant que femmes, ils se sont fait vraiment regarder, puis tu sais, tu fais pas exprès non plus, là. Ça, c'est juste le common sense quand tu voyages, peu importe dans quel pays. Je veux dire, tu sais, c'est sûr que si tu te promènes dans un pays musulman en petite bretelle spaghetti puis en petite short où est-ce qu'on voit la moitié de tes fesses puis on voit la moitié de tes seins, mais là, oui, tu peux t'attendre à bien sûr avoir potentiellement des regards, des commentaires, tu sais. Donc, pour respecter la culture, bien sûr, ben tu fais attention au minimum, surtout quand tu es dans des places publiques. Je veux dire, je me suis promenée en short, là, j'avais des shorts sur le bateau, puis je veux dire, c'est encore une fois pas aussi conservateur que peut-être il y a plusieurs années. Il y a quand même cette ouverture-là, mais encore une fois, personnellement, ça a été une expérience très, j'ai envie de dire, équilibrée à ce niveau-là. Puis, comment je me suis sentie aussi de voir, par exemple, des femmes voilées ou d'être dans un pays où est-ce que tu as une perception hein, que l'homme a plus de liberté que la femme, ou encore une fois, peu importe comment on perçoit ça dans nos lunettes individualisées de perception selon nos connaissances, nos croyances, notre programme, nos croyances, nos expériences de vie, etc. C'est sûr que moi, j'essaie toujours d'être dans la position de l'observatrice quand j'ai un jugement qui monte ou quand j'ai justement une réaction, une opinion qui peut-être vient shaker ou vient amener une perspective différente de ma réalité à moi, tu sais. Donc, je me mettais souvent dans la position de l'observatrice de comme « Ah, check Claudia, tu trouves ça dommage ou triste que la femme, mettons, ou que la petite fille même de genre 10-12 ans, ben, elle soit voilée, par exemple, tu sais. Ou à l'aéroport, tu sais, je voyais une femme avec vraiment... encore une fois, je suis vraiment désolée, là, j'aurais dû... en plus, ça, c'est le genre de choses que je sais, puis que j'oublie tout le temps, puis que quand je me le refais dire, je suis comme, ben oui, je le savais. Il y a plein de choses. Moi, j'ai une excellente mémoire avec les chiffres puis les dates, mais des termes comme ça me fait souvent ça. Donc, le voile, où est-ce qu'on voit vraiment juste les yeux? Encore une fois, je devrais me souvenir de c'est quoi la différence avec le hijab et ça aussi, ça, c'est le hijab, mais bref, vraiment désolée là, pour mon manque de mémoire actuelle. Fait que tu sais, c'est ça, tu vois la femme comme ça, voilée au complet à l'aéroport, puis là, il faut vraiment qu'elle mange son repas comme en dessous du voile. Fait que là, comme j'observe que j'ai un jugement, que je commence à c'est dommage qu'elle soit pas libre de genre
découvrir sa face puis manger librement, tu sais. Fait que bref, je m'observais là-dedans. Donc oui, parce que c'est très différent de, encore une fois, où est-ce que je suis née, puis les religions qu'on a ici au Canada, même que, tu sais, on n'est pas super croyants de façon générale, puis je suis plus dans le monde spirituel que la religion. C'était super pertinent puis intéressant pour moi d'être confrontée, c'est un gros mot, là, mais de faire face à quelque chose de différent, tu sais. Fait que je peux même pas m'imaginer, genre, dans d'autres pays, ce que ça doit créer vraiment comme sensation intérieure. Puis je pense que ça, c'est une super belle richesse de voyager, toujours dans le respect le plus possible hein, de la culture là-bas, peu importe on est où. Mais ouais, fait que en tout cas, j'avais plein de questions là-dessus, je trouvais ça intéressant. Puis oui, c'est définitivement quelque chose que moi j'ai vécu. Et encore une fois, parce qu'on était principalement dans notre petit groupe fermé de 13 femmes blanches avec nos 2 guides égyptiens, bien c'est sûr que j'ai moins été, comment je pourrais dire, baignée dans le mode de vie quotidien un peu plus at large, pas organisé, structuré, que si ça avait été un autre type de voyage. Pardon. Prochaine question. C'était quoi mon moment préféré? Ça, c'est vraiment difficile à répondre parce qu'il y en a eu plein de highlights, il y a eu plein de moments. Mais tu sais, je vais répondre de façon globale, là, comme moi, j'ai adoré le désert. Puis il y avait une autre question qui me demandait de parler plus, justement, de nos aventures dans le désert. Donc, je vais comme mettre ces deux choses-là ensemble. La dernière fois que je me suis sentie comme ça, puis c'est un feeling très, très, très particulier, c'était quand j'étais dans le désert de sel en Bolivie, le salar de Uyuni, Uyuni, si tu veux aller voir ça, où est-ce que c'est un désert, oui, à perte de vue, comme le Sahara. Et le ciel est bleu, 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 puis c'est du sel, donc c'est blanc. Donc là, on était dans le Sahara, bien sûr, le sable, hein, c'est pas du sel, donc c'est une couleur beige. Mais cette sensation-là de l'immensité, de rouler pendant des heures dans un Jeep à perte de vue, de sortir, de sentir le soleil frappant, d'avoir les couleurs aussi vives, d'être loin de tout. Il y en a pas là, de IMF, là, puis de tours à électricité, puis tout, tu sais, l'air aussi pur que ça fait vraiment un sentiment particulièrement... J'ai même pas de mots. d'expansion, de liberté, de vitalité. Comme moi, ça booste mon énergie d'être dans un environnement comme ça. C'était incroyable. Fait que, tu sais, on s'est promené nu-pieds pendant genre 2-3 jours pendant qu'on était dans le désert. Le sable, il est tellement doux. Moi, l'Égypte, en soi, était pas nécessairement sur ma bucket list de voyage depuis que j'étais tout petite. Comme bien des gens, ils veulent voir les pyramides à tout prix. C'était pas nécessairement ça, mais moi, j'avais vraiment le désert du Sahara sur ma bucket list. Puis bon, le désert du Sahara fait plus que l'Égypte, hein. C'est vraiment tout dans le nord de l'Afrique. Fait que ça, là, d'avoir check that on my bucket list... Wow, c'était vraiment spécial. Je veux dire, le ciel avec les lumières, non, avec les étoiles, pas de lumière justement, mais les étoiles. Le sable qui est tellement doux, j'ai déjà dit, mais je le répète parce que juste la fois que j'ai enlevé mes souliers puis j'ai senti le sable, puis tu sais, moi, je suis tellement une fille de plage, de sable aussi. Mais là, c'était comme, évidemment, pas d'eau, là, sauf que le feeling entre les orteils, puis l'énergie, puis le vent, puis la pureté de l'air, comme j'ai adoré notre moment dans le désert. C'est vraiment comme si ma batterie a rechargeait direct. Puis on s'est promené beaucoup, hein. On a rentré dans le désert par le désert noir, donc de Black Desert. Puis c'était drôle parce que on a pris des photos, tu sais. Puis là, comme le lendemain ou le surlendemain, quand on prenait des photos, quand on était vraiment plus creux, là, vraiment là, dans le désert du Sahara, on était comme, mon Dieu, on trouvait ça donc bien impressionnant, le désert noir. Puis tu sais, c'est quand même impressionnant, mais je veux dire, comparativement à ce qu'on a vécu d'autres, c'était quand même drôle de comparer, tu sais. Je veux dire, tu conduis. Un moment donné, on est arrivé dans une grotte, dans une cave, en fait, là, le Jara Cave, où est-ce qu'on est descendu, puis il y a des cristaux partout. On a fait une respiration consciente là-dedans. Fait que ça, c'est genre en plein milieu de nulle part, en plein milieu du désert. Après ça, tu continues à conduire, puis tu arrives au Crystal Mountain, donc une montagne, littéralement, de cristaux qui shine au soleil. C'est hallucinant comment c'est magnifique. Puis... de camper aussi, parce que la première nuit, on avait vraiment une petite tente chaque, tu sais, puis de manger en plein milieu avec nos guides du désert, qui étaient 5-6 hommes à peu près, qui étaient les conducteurs, mais qui s'occupaient de nous faire à manger aussi. Puis, à un moment donné, il y avait tellement de vent, ils ont stationné les 4 Jeeps
un à côté de l'autre pour nous faire une espèce de carré en plein milieu qui était coupé du vent. Puis là, il y avait le soleil chaud, 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 pas de vent. Moi, j'adore le soleil, vous le savez, là, tu sais. Fait que, ouais, toute l'aventure dans le désert, c'était vraiment, vraiment, vraiment awesome. Il y a des endroits où il y avait vraiment des formations rocheuses. Fait que ça, c'était super impressionnant. On a fait aussi du sandboarding un petit peu. Puis qu'on est descendu une fois sur les fesses. Puis là, justement, Mr. Ashraf, mon petit guide, il était comme « Allez, Claudia, là, toi, t'es en shape. Fait que toi, tu l'essayes debout, tu sais. » J'avais mis une petite vidéo sur mes stories, là. Je me suis pété la marboulette, mais c'était super le fun. Fait que ça l'a vraiment aussi trigger mon inner child, la petite Claudia à l'intérieur de moi qui courait nu-pieds dans le sable, puis qui descendait sur un surf, tu sais, ou plutôt une planche plus de snow, on devrait dire, là, mais de salt, hein, de sel. Non, pas de sel, de sand, de sable. On va y arriver. Bref, vraiment aller chercher ces petits moments-là, super spontanés, de jouer à prendre des photos, sauter, se rouler, dormir à la belle étoile, faire un feu. Ouais, fait que une partie du voyage qui était vraiment, vraiment exceptionnelle. Qu'est-ce qui était ma cérémonie la plus impactful ou le rituel qu'on a fait qui était le plus impactful pour moi? On en a fait plusieurs, hein, parce que c'est ça, c'est pas un tour touristique qu'on a fait. Oui, il y avait bien sûr, on est allé voir les trucs touristiques, genre les pyramides puis certains temples, là, mais je veux dire, c'était toujours avec une intention de marcher le chemin qui ont marché dans l'Égypte ancienne et de recréer certains rituels sacrés puis certaines cérémonies. Il y en a eu plusieurs. Je pense que celle que je vais raconter rapidement, c'est qu'on est allé voir le temple de Isis qui ont ouvert juste pour nous, en fait, genre de 3 heures du matin à 5 heures du matin. Donc, avant l'ouverture, avant le lever du soleil, on était dans le noir, bien sûr. Et on a marché, en fait, dans le temple. Puis, on est allé dans une des pièces. On s'est assis par terre. Et Sylvie a commencé à jouer son sound bowl. Donc, avec la vibration du son, avec le noir, où est-ce que tu vois même pas, tu mets ta main devant tes yeux puis tu vois même pas ta main, tellement c'est pitch dark. Avec toutes les femmes, l'énergie qui était là. C'était notre 3e journée, donc on était encore un peu dans l'effervescence de l'arrivée, l'adrénaline, tout ça. On avait vu les pyramides la veille, donc il y avait déjà ça qui s'activait à l'intérieur de nous. Et on a commencé à chanter, on a commencé à faire des sons, on a commencé à exprimer notre essence, en fait, par notre voix, à ouvrir notre chakra de la gorge. Et comme si ça résonnait, écoute, c'est comme si on avait... OK, déjà, on dirait vous avez réveillé les morts, là, comme... On s'est mis à chanter, à faire des sons. Moi, j'ai pleuré. Il y en a d'autres qui ont ri, tu sais. Fait cette espèce de cérémonie-là de son à l'intérieur d'un lieu aussi sacré, avec l'énergétique de Isis, hein, qui est une déesse qui est quand même assez connue. Ça, c'était une petite cérémonie rituelle qui était extrêmement puissante. Il y en a eu d'autres, hein, mais je vais, pour les besoins de la cause, puis pas que ce podcast dure 4 heures, je vais m'en tenir à celui-ci. Une autre question, c'était, est-ce qu'il y a un moment qui t'a vraiment, vraiment surpris, que tu n'avais pas anticipé? Donc là, c'est un autre story time que je pourrais te raconter pendant genre 1 heure, mais je vais essayer de faire ça assez rapidement. Un autre temple qu'on a visité où est-ce qu'il y avait une chapelle, la chapelle de Sekhmet. Sekhmet qui est aussi une déesse que je connaissais pas tant. Avant notre pèlerinage en Égypte, on a eu quelques appels d'intégration, ou plutôt de préparation. Les appels d'intégration, c'est après, ça sent bien. Mais on a eu quelques appels de préparation où est-ce que Sylvie nous donnait plusieurs enseignements par rapport à l'Égypte ancienne. Et donc, il y avait un de ces appels-là où est-ce qu'on parlait des différents dieux, déesses qui ont vraiment forgé là, l'histoire de l'Égypte ancienne. Donc, je me souviens qu'on avait parlé de Sekhmet. Je me souviens pas vraiment qu'est-ce qu'on avait dit par rapport à Sekhmet. Et la vie a continué, on est rendu en Égypte et là, on s'en va dans la chapelle de Sekhmet. Donc moi, j'ai pas vraiment d'anticipation. C'est pas quand tu dis « Oh mon Dieu, j'ai hâte de rencontrer mon idole » ou « J'ai hâte de rencontrer cette entité-là ou cette présence-là ou cette personne-là ou cette célébrité-là », même bref. J'ai pas d'anticipation. Je suis comme « OK, cool, on s'en va dans la chapelle de Sekhmet ». Et en fait, assez petite aussi. Il y a comme une ouverture de la largeur d'une porte, sans avoir de porte nécessairement, par où tu rentres. Après ça, la statue est encore là de Sekhmet parce que l'Égypte ancienne s'est fait voler énormément de choses parce qu'ils voulaient cacher, voler ou avoir le contrôle sur l'information, le wisdom, les rituels, les histoires que l'Égypte contenait, tu sais, back in the day. Donc, il y a des chapelles, par exemple la chapelle d'Isis, où est-ce que cette statue n'est pas là, tu sais. Mais la statue de Sekhmet est encore là. Donc, c'est assez sombre, tout ça. Et là, on se fait dire par les gardes que, parfait, vous avez le droit de rentrer
en groupe, en fait, puis de rester quelques minutes là, pour juste ressentir l'énergie avec la statue de Sekhmet. Et il y a comme une petite corde en avant de la statue pour pas qu'on s'approche trop proche de la statue, tu sais. Fait que moi, je suis comme au milieu du groupe, tu sais. Fait que là, on marche tranquillement. Il y en a qui commencent à rentrer, tout ça, par la porte. Et aussitôt que je franchis le cadre de porte, littéralement, mon corps physique, j'ai reculé. Genre, j'ai reculé d'un pied, puis genre, la tête m'a comme si tu venais de me frapper en pleine face. En fait, j'ai senti un coup, mais dans mon plexus solaire. Mais littéralement, mon visage, ma tête a donné un coup. Là, tu me vois pas parce que je suis en podcast, là, mais vraiment, là, genre, comme si j'avais foncé dans quelque chose, mon corps a reculé, puis ma tête a donné un coup vers la droite. Puis je pense que j'ai même dit, genre, j'ai murmuré parce qu'on est en silence, mais je pense que j'ai dans ma tête, ou peut-être à voix très, très basse, genre, ta! Comme, oh my God! Genre, ça m'a fessé dedans, solide. Fait que ça m'a surpris. Je m'attendais pas à ça. Et en fait, on est rentré et je me suis juste retournée vers la statue, puis j'ai comme lock my eye, genre j'ai barré mes yeux dans son regard à la statue, qui est très impressionnante. Elle est quand même assez haute aussi. Puis vous irez voir sur Google, le Sekhmet, Sekhmet. C'est la déesse de la puissance, en fait. Elle a vraiment... c'est une femme, hein, c'est une déesse, mais elle a le visage ou la tête d'une lionne. Donc, on sait aussi un petit peu mon comment je pourrais dire? Mon lien avec, avec les animaux félins. Et elle a aussi le disque solaire. Donc, vous allez voir là plusieurs images. La façon qu'elle est représentée, elle a un rond au-dessus de sa tête, en fait. Fait que c'est vraiment une coiffure, entre guillemets, du disque solaire. Et encore une fois, on connaît mon association au soleil, à quel point j'aime ça. Fait que bref, je fais juste la regarder. Je suis sous le choc, vraiment, là. Puis un de nos guides, il a pris une petite mini-vidéo de nous. Puis tu le vois sur la vidéo que je suis vraiment sous le choc. Je fais juste comme la regarder sans cligner des yeux. Et à un moment donné, je me mets à pleurer. Mais pleurer, là. Pleurer comme un gros bébé. Genre... J'ai eu des deuils, là, c'est dans les derniers temps, puis j'en ai pleuré une shot, là. Mais ça, c'était, on dirait, encore plus. Puis je sais pas ça venait de où. Puis j'ai pas tombé dans ma tête à essayer de comprendre pourquoi je pleurais autant. J'ai juste laissé ça couler, tu sais. Mais je me serais littéralement mis en petite boule dans un coin, puis j'aurais pleuré pendant 3-4 heures, sans exagération. Et j'aime, aïe, il y a quelque chose de vraiment puissant, puis profond, puis ancestral, genre de remembrance qui est en train de se passer avec l'énergie de cette déesse-là, tu sais. Et tout ce que j'entendais, c'était comme son énergie qui me disait « power, power, power ». Et encore une fois, moi, je me souviens pas que Sekhmet, c'est son nom, ça signifie la puissance, le pouvoir, tu sais, le power. Fait que tout fait du sens après. Puis finalement, on a pu avoir genre un petit 10 secondes près de la statue, une à la fois. Donc, il y avait des femmes qui, tu sais, ils touchaient la statue, ils mettaient la main sur son cœur. Moi, j'ai incapable de la toucher. Je me suis mis en avant d'elle à genre un demi-mètre. Je l'ai juste regardée dans les yeux, puis comme je pleurais ma vie, puis j'étais figée là, tu sais. Donc, bien sûr, je me suis acheté une statue Sekhmet que j'ai ramenée à la maison. J'ai lu beaucoup sur elle depuis mon retour. Elle a vraiment une dualité, hein. D'un côté, c'est vraiment la déesse destructrice, tu sais, de la guerre, de la vengeance, des maladies. Comment je pourrais dire? On la craint même un peu, tu sais, parce qu'elle est capable d'infliger des maladies, détruire des ennemis, se venger. Donc, vraiment dans la noirceur. Et on dit aussi que c'est la fille de Ra, R-A. Et si vous avez suivi dans les derniers mois Nouvelle Business avec deux partenaires, incluant Sylvie, qu'on a appelé Li-Ra. Donc, il y a le Ra qui est là aussi, tu sais. Puis, dans le fond, c'était pour protéger et c'est Ra, en fait, le père solaire qui l'envoyait pour punir l'humanité, tu sais. Mais en même temps, de l'autre côté, elle est aussi tout autant dans un rôle de protecteur. C'est une déesse aussi de la guérison qui est capable de combattre les maladies. Donc, elle travaillait souvent avec des médecins, puis elle protégeait les pharaons, les soldats. Donc, beaucoup dans la lumière, beaucoup dans la guérison, tu sais. Donc, c'est sûr que moi, ça me parle avec tout ce qui est Reiki. Puis il y a plusieurs moments dans mon voyage en Égypte parce que je sentais énormément de force, puis de puissance, justement, puis de lumière, puis d'énergie dans mes mains. Comme quand je fais du Reiki, mais genre fois 100, là, grâce à l'énergie des lieux. Donc, ouais, ça, c'est vraiment un moment marquant que je vais me souvenir à tout jamais. Et bien sûr, des petites graines là, qui ont été semées pour travailler avec l'énergie de Sekhmet, ce que j'ai déjà commencé à faire depuis mon retour à la maison. Donc voilà. Une autre question. Est-ce qu'il y avait un moment qui était challengeant ou est-ce que tu as eu quelque chose au niveau de ton intuition qui te trigger ou un moment que tu te sentais peut-être plus en contrôle ou que c'était difficile
soit dans ton énergie à toi. Là, la phrase est en anglais, fait que la question est en anglais, fait que je la traduis librement, là, tu sais. Je dirais que, bon, ça, c'est sûr que c'est un gros moment challengeant que je m'attendais pas, c'est sûr. Mais un autre que je peux mentionner, c'est qu'on est allé dans en fait, le seul double temple en Égypte. Donc, c'était un temple pour deux dieux. Donc, il n'y avait pas de déesse, je crois. C'était vraiment deux essences masculines. Je me souviens plus qui. Encore une fois, j'ai pas vraiment de mémoire sur ce genre de choses-là non plus. Mais bref, c'est le seul double temple en Égypte. Et je m'en suis rendu compte juste après. Mais quand j'étais sur le site, on a eu un moment où est-ce qu'on se faisait expliquer certaines choses, autant l'aspect historique que l'aspect spirituel. Après ça, on avait du temps libre pour aller continuer à explorer. On avait un petit rituel qu'on pouvait faire avec un mur où est-ce qu'il y avait l'essence d'une autre déesse, etc. Tu sais, bref. Puis je me suis rendu compte que tout le temps que j'étais là, j'avais vraiment, vraiment mal au bas du dos. Comme vraiment inconfortable dans mon bas du dos. Puis là, j'étais comme, voyons, peut-être parce que je suis debout à écouter, genre, depuis longtemps, mais comme... On n'était pas debout pendant 6 heures sans bouger, là. Fait que ça n'a pas rapport, tu sais. Puis j'étais habituée d'être debout, là. Je veux dire, c'était pas ça. Puis je me disais, j'ai-tu comme mal dormi puis je suis stiff? J'étais comme, ben non, parce que toute la matinée, j'avais pas mal du tout. Même que c'était un matin qu'on avait fait un moment mouvement. Donc, on s'était étiré, mobilité, tout ça. Puis c'est vraiment dès que je suis sortie du site du temple, puis je suis allée rejoindre le reste du groupe, mon mal de dos, il est parti complètement. Fait que, encore une fois, c'était pas quelque chose d'épouvantable que j'ai trouvé super difficile puis que je me sentais out of control, mais c'était quand même un espèce d'inconfort out of nowhere, entre guillemets, en lien avec l'énergie absorbée du site à ce moment-là, tu sais. Fait que c'est intéressant à quel point c'est un rappel qu'on est des éponges puis que notre champ énergétique capte tout. Fait que c'est encore plus important de se grounder, de se nettoyer, de se protéger et d'être dans une souveraineté qui est solide, tu sais. Fait que bref, c'est pas mal ce que j'ai à dire pour cette question-là, parce que non, heureusement, le reste du voyage, je me sentais super groundée, en contrôle, bien, malgré les up and down d'émotions, puis de... ça fait vraiment partie de l'expérience, puis ça, je trouve ça magnifique, là, tu sais. Est-ce qu'il y a eu d'autres femmes qui ont eu des moments life-changing ou qui ont eu des powerful remembrance? Donc, des espèces de « Ah, je me souviens d'une vie antérieure » ou c'est ça. Tu te souviens en étant dans ces sites-là où est-ce que voilà, il y a tellement d'histoires, tu sais. Fait que oui, absolument, que je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est confidentiel, mais c'est ça qui était magnifique à voir, c'est que chaque personne, chaque femme, premièrement, la plupart d'entre nous, on venait bien sûr d'une histoire différente, d'un chemin de vie différent, même de pays différents. Hein. C'était pas... je veux dire, je pense qu'on était 2-3 qui venaient de Montréal, du Québec. Le reste, ça venait d'ailleurs, tu sais, des États-Unis, du UK, Alberta, etc. Donc, on venait toutes de notre façon unique. Par contre, bien sûr, super connectés par cette expérience-là. Et chacun et chacune, ben en fait, ouais, chacun aussi, parce que les guides aussi, on a tous eu qu'est-ce qu'on avait de besoin. Et ça, c'est quelque chose que je dis même dans chaque séance de Reiki. Tu sais, le Reiki va toujours te donner ce que tu as de besoin à ce moment-là et ce que tu es prête à recevoir. Quand on fait une cérémonie avec des plantes médicinales, quand on fait un voyage, peu importe, ce qui s'est passé, c'est ce qui devait se passer pour toi à ce moment-là. Donc, chaque femme, chaque personne dans le groupe, encore une fois, incluant les guides, on a reçu ce qu'on était prête à recevoir et on a reçu ce qui était pour notre plus grand bien et le plus grand bien de tous. And that's how it works. Puis c'est ça en quoi je choisis de croire, en fait. Donc, oui, autant des workshops qui peuvent sembler plus simplistes ou dans des fondations de base sur l'intuition ou sur, je sais pas moi, dégager de l'énergie au niveau de notre womb, hein, de notre chakra sacré, qui a déclenché des réalisations incroyables chez certaines femmes, qu'on a fait une cérémonie avec du happy, je vais en parler après parce qu'il y a une autre question par rapport à ça, qui a été une première pour beaucoup d'entre femmes, puis ça leur a fait connecter avec leur côté féminin versus masculin, parce que c'est des femmes qui étaient toujours dans le faire, puis qui voulaient connecter, puis balancer ça, le yin et le yang. Il y a eu des femmes qui ont revécu, par exemple, des traumas qui ont vécu dans le temps, dans le passé, qui avaient déjà adressé, guéri, mais là, il y a un niveau, une couche de plus qui a été adressée, tu sais. Donc, tellement de belles choses. Puis, tu sais, il y a des femmes que c'était comme, wow, c'est le voyage d'une vie, puis de justement faire un breathwork dans la grotte, c'était comme mon point qui a tout changé. J'ai pu voir telle vision, j'ai pu connecter avec telle affaire, ou tu sais. Fait que oui, chaque femme a vraiment, vraiment eu
des choses extraordinaires, tu sais, puis j'ai créé un formulaire de feedback, là, tu sais, puis les réponses commencent à rentrer, puis ça me fait tellement plaisir à lire, là, puis c'est vraiment spécial. Donc, j'irai pas plus en détail, encore une fois, pour raison de confidentialité, mais oui, effectivement, c'était pas mal puissant pour tout le monde. Ensuite, est-ce qu'il y avait l'utilisation de psychédéliques, des huiles essentielles, des herbes, etc., pour bonifier ou amplifier vos expériences? Et la réponse est oui puis non, parce que Sylvie est super, super claire là-dessus. Et j'étais là, je l'ai vécu, je l'ai ressenti, donc je comprends encore plus pourquoi ça fait longtemps qu'elle me dit que non, dans ce genre de pèlerinage-là, jamais elle va servir, par exemple, ayahuasca ou des champignons pour faire, ou même bouffo ou d'autres plantes qui ont une composante psychédélique pour amener justement une altération dans notre conscience. Pourquoi? Pour plein de raisons. Elle explique plus que moi, mais comme je vous l'ai dit, je l'ai ressenti. T'en as pas besoin. Je veux dire, puis t'en as jamais besoin dans ta vie, hein. Je suis pas en train de dire que tout le monde doit faire ayahuasca une fois dans leur vie, là. Puis si vous avez aucune idée de quoi je parle en ce moment, c'est vraiment pas grave. J'ai fait un épisode de podcast il y a longtemps sur comment, justement, ce genre de cérémonie-là, plan médicinal, avait littéralement changé ma vie, là. Je le mettrai dans la description du podcast. Mais ceci étant dit, c'est que t'en as pas besoin. T'en as jamais besoin, mais t'en as encore moins besoin dans des endroits comme ça parce que, justement, l'énergie du land, l'énergie du territoire est tellement, tellement puissante. Donc, il y a ça. Fait que ça peut t'amener avec une respiration consciente, avec une méditation, avec, comme moi, rentrer dans une chapelle avec l'énergie d'une déesse. Ça peut t'amener justement dans des ressentis, des expériences qui sont super fortes et puissantes et transformatrices, vraiment. Et l'autre chose aussi, c'est qu'il y a tellement de monde qui vont en Égypte et il y a beaucoup, justement, là, d'influenceurs, de gourous, de gens spirituels, de healers qui vont là pour, comme, c'est ça, tu sais, faire qu'est-ce qu'ils ont à faire. Puis c'est pas tout, malheureusement, dans le respect de l'aspect sacré, puis en révérence avec la vérité, puis il y a beaucoup de choses qui ont été inversées comme information, puis qui a été volée, qui a été changée. Donc, c'est assez difficile, encore une fois, je reviens de rester souveraine dans sa propre énergie, de respecter ça, sans justement s'ouvrir à des énergies, des entités, des fragmentations de d'autres choses, d'autres gens qui ont passé avant. Donc, si en plus, tu viens prendre des psychedelics, des choses qui altèrent ta conscience, ben tu t'ouvres à ça. Fait que c'est pas la place la plus... Je vais utiliser le mot sécuritaire, en fait, pour faire ça. Et Sylvie, elle a toutes ses blends aussi, ses mélanges d'huiles essentielles. Donc oui, souvent, en fait, avant qu'on rentrait dans un temple ou un espace sacré, elle nous passait, c'est ça, une huile essentielle qui était faite pour nous protéger, pour nous grounder. À la fin de notre cérémonie de Happy, qui est en fait le seul cérémonie qu'on a faite avec une substance, mais c'est pas une substance psychédélique qui te donne des hallucinations. Là, c'est un tabac sacré qui vient, entre autres, de l'Amazone. Donc, on a fait la seule cérémonie qu'on a faite avec quelque chose d'externe, entre guillemets. C'était avec ça. Donc là, justement, à la fin, c'est pour, encore une fois, se grounder, tout ça, on utilisait beaucoup, justement, les sensations, les odeurs. Puis c'est le fun de voir aussi toutes les femmes qui étaient là. Tu sais, je veux dire, il y avait pas vraiment personne qui avait des Advil et des Tylenol, là. Tout le monde avait ses petites huiles essentielles, puis ses produits de santé naturels, puis ses petites méthodes genre sorcières pour aller mieux, puis se faire du bien. Donc oui, on a pu utiliser toutes ces belles choses-là que Mère Nature nous offre pour amplifier nos expériences ou s'assurer que notre corps physique allait bien, puis tout ça. Je continue. Les autres questions, ça va aller un petit peu plus rapidement, je crois. Quelle était ta place préférée pour dormir ou l'endroit que vous avez resté pour dormir que tu as le plus aimé? On est resté dans des endroits absolument incroyables. Et il y en a même qu'on était triste de partir parce que souvent on arrivait tard, mettons vers 7-8 heures le soir, puis il fallait comme repartir le lendemain au déjeuner. Fait que des fois on restait 12 heures dans un hôtel, on était comme c'est tellement beau ici, tu sais. Mais pour répondre à la question, moi je dois répondre que c'est le bateau sur lequel on était quand on a fait notre petite croisière le long du Nil. Et il y avait une autre question qui était, peux-tu me parler plus de ton expérience sur le Nil? Donc, je vais mettre ces deux-là ensemble. En fait, on est allé voir les pyramides, tout ça, et le lendemain, on a pris un avion pour se rendre au sud, en fait, de l'Égypte, à Aswan. C'est pas le sud-sud-sud sur la frontière, là, mais on est quand même beaucoup plus au sud pour remonter vers le Caire. Et il y a encore une fois, il y a toute une intention derrière ça. Fait que tu descends au sud à Aswan, qui est vraiment plus le chakra racine. Et plus on monte
ben plus on monte aussi au niveau énergétique avec les chakras. Donc, c'est aussi ce qu'on a suivi dans notre pèlerinage au complet. On est arrivé dans un temple... bien sûr, le nom va m'échapper. Ça m'échappe. Dhandera. Je savais qu'il était pas loin. Dhandera, qui est vraiment le temple plus du chakra du cœur. Fait que là, Sylvie est arrivée avec sa belle robe verte, avec son foulard rose pour aller chercher les couleurs du chakra du cœur, tu sais. Puis on montait vraiment, on était rendu comme à mi-chemin entre Aswan puis le cœur. Fait qu'encore une fois, tout était intentionnel. Mais bref, Aswan, c'est là qu'on était justement dans le temple de Isis, que je vous ai raconté notre cérémonie de chant sonore et tout ça. Et on est embarqué sur un bateau magnifique, où est-ce qu'on était traités comme des reines, encore une fois avec tous les hommes qui faisaient le ménage, qui nous cuisinaient des repas absolument abondants, matin, midi, soir. Et on a remonté le Nil doucement. Donc ça, j'ai adoré, parce que moi, j'ai le mal de mer depuis 2023. J'avais pas le mal de mer avant. J'ai le mal de mer depuis 2023. Je m'en suis rendu compte de façon assez difficile à Curacao avec ma chum Laurie. Puis après ça, quand j'ai passé une semaine sur un catamaran en Martinique, 4-5 mois plus tard. Fait que quand Sylvia m'a dit ça, ouais, on va être trois nuits sur un bateau, j'étais genre, y a-tu des vagues? T'es comme, non, le Nil, c'est genre, c'est une rivière, là, c'est super tranquille. Fait que c'était tellement tranquille, c'était tellement apaisant, ma chambre était magnifique. Genre, t'ouvres les rideaux, puis tu vois le Nil, t'es sur l'eau. Fait que j'ai vraiment adoré ça, là, dormir puis rester sur ce bateau-là. Et en fait, le long du Nil, ben, on s'arrêtait à différents endroits, justement pour aller voir certains temples, pour observer aussi du bateau, c'est quoi la vie quotidienne le long du Nil, tu sais. À un moment donné, on a fait une cérémonie aussi, un genre de baptême, où est-ce que, littéralement, tu te faisais rebaptiser ou baptiser si tu n'avais jamais été baptisé, encore une fois, de façon spirituelle. Et Sylvie nous invitait à avoir une intention, puis à vraiment parler avec le Nil et lui dire, alors qu'on était dans l'eau, ben, qu'est-ce que tu veux laisser aller pour que tu puisses être reborn, hein, une renaissance. Il y avait beaucoup cette thématique-là dans notre pèlerinage aussi, tu sais, le death and rebirth. Puis dans l'Égypte ancienne, c'est beaucoup ça aussi. Donc, on a fait ça dans le Nil, où est-ce que, tu sais, chaque femme était là, tenait l'espace, fait que t'allais dans l'eau, puis 3 fois, tu te faisais littéralement plonger dans l'eau, Sylvie, puis Oscar, notre autre guide, il nous tenait, il nous ramenait à la surface. Et moi, j'ai une petite vidéo de ça, là, puis je ressors de là, puis tu l'entends peut-être dans ma voix, là, avec un gros sourire. J'étais comme, mon Dieu, ça fait tellement du bien! Donc, voilà, fait qu'on a fait ce beau rituel-là, que c'était magnifique. Après ça, on s'en allait se tenir devant le soleil avec le Ankh Key, donc la clé Ankh, qui est aussi un symbole super important, j'ai envie de dire, pour l'Égypte, où est-ce que tu tiens devant le soleil, puis là, tu te sens renaître littéralement grâce à l'énergie du soleil, puis cette clé-là en cuivre qui est un conducteur de soleil. Fait que on a fait ça sur le Nil aussi. On est allé voir, c'est ça, 2 temples sur notre chemin. Il y a un soir où est-ce qu'ils nous ont fait un beau barbecue, puis je vais en parler après parce qu'il y a une question par rapport à ça. fait que oui, j'ai adoré ça aussi, dormir sur le Nil. Moi, j'ai fait mes moments mouvements sur le Nil aussi, donc ça, c'était incroyable, là. Je veux dire, on montait sur la terrasse, puis le matin, avec le lever du soleil, les femmes venaient nous rejoindre, on faisait un petit 30 minutes de moments mouvement avant d'aller déjeuner, fait qu'on a fait ça 2 matins. Fait que, ouais, c'était vraiment, vraiment spécial comme endroit à rester, puis à dormir et à faire toutes ces belles autres choses-là. Justement, la prochaine question, c'était « What was your favorite meal? » Donc, c'était quoi ton repas préféré? Et moi, j'ai pas été malade. Il y a beaucoup de femmes qui ont été malades, malheureusement, pendant notre séjour. J'en ai parlé ça dans l'épisode 250. Donc, je me suis vraiment gâtée avec la bouffe parce qu'on a vraiment, vraiment bien mangé. J'ai mangé beaucoup. C'est pour ça que je me suis fait un petit détox de 3 jours en revenant. Mais je te dirais qu'un de mes repas préférés, c'est ça, quand on était sur le bateau, je pense la 2e soirée, on a débarqué du bateau et ils nous avaient préparé un barbecue avec des mets typiques égyptiens, avec encore une fois une abondance incroyable, avec des desserts puis des fruits puis tout ça. Donc, on a tellement mangé puis on a tellement bien mangé. Et après ça, il y avait 3 Égyptiens qui jouaient du drum puis qui chantaient. Fait qu'on s'est tous levés, on a dansé, mais comme, encore une fois, comme des enfants, là. Genre, je voulais dire 3 enfants en même temps. On s'est let loose, on s'est lâché lousse. On a brûlé toutes les calories qu'on a mangées. Fait que on a vraiment, vraiment eu beaucoup de plaisir à danser. Fait que toute cette soirée-là, à manger de façon vraiment too much, mais sans aucun regret, vraiment, parce que c'était tellement bon. Fait que, puis après ça, avoir mangé, puis profiter justement des petits desserts puis des fruits, là, c'était absolument délicieux.
C'est quoi un fait spécifique que tu as appris que tu savais pas avant? Et là, peut-être que tu vas être comme, ben oui, Claudia, c'est obvious, tout le monde sait ça. Ou peut-être que tu vas être comme, ah, moi non plus, je savais pas ça. Fait que moi, je savais pas pantoute que Cléopâtre, elle est même pas égyptienne, elle est grecque. Right? Si tu savais pas, toi non plus, puis que je viens de te faire un aha moment, ben je me sentais de même, moi, avec. Fait qu'on sort de, justement, la chapelle d'Isis, et j'attends les femmes. Fait que là, je jase avec mon guide, Mr. Ashraf, puis il est comme, hey, check sur ce temple-là. Tu vois la déesse, là, sur le mur, tu sais? Je suis comme, ouais. Et tu sais qui? Je suis comme, non, tu sais, je sais pas. Il dit, hey, c'est Cléopâtre. Puis c'est le seul endroit qu'on la voit sur les murs. Je suis comme, ah ouais, genre, elle est pas plus comme populaire que ça, parce que je veux dire, Sekhmet, Isis, Ma'at, genre les autres déesses, puis les autres Hathor, les autres dieux que je me souviens pas leur nom, tu sais, tu les vois dans plusieurs temples. Fait que même si c'est le temple de Hathor, ben, au temple de Hathor, tu peux voir, mettons, Sekhmet ou Isis à quelque part, tu sais. Fait que Cléopâtre, apparemment, c'est le seul endroit qu'elle est là, à ce temple-là. Puis je pense que c'était, de mémoire, c'est aussi le temple de Dendera. En tout cas, fait que là, je suis comme, ah ouais, il est comme, ouais. Il dit, je sais que dans l'Ouest, là, puis vous, pour les Blancs, là, vous associez toujours Cléopâtre, genre à l'Égypte et tout, mais elle est même pas égyptienne, elle est grecque. Et il dit, la Cléopâtre que vous vénérez autant, puis que vous parlez autant, c'est la 7e Cléopâtre. Fait qu'il y avait sa mère, sa grand-mère, son arrière-grand-mère. Il y a eu 6 Cléopâtres avant elle. Cléopâtre, genre le même nom, même essence, genre de déesse, mais comme pas égyptienne. Fait que c'est pas vraiment un big deal, Cléopâtre, pour de vrai, là-bas, en Égypte, autant que nous, en Occident, on est comme, oh mon Dieu, Égypte, Cléopâtre, on se déguise en elle quand on pense à l'Égypte, tu sais. Fait que ça, c'est un random fact, pas très random, là, mais c'est un fact spécifique que j'ai appris, qui m'a quand même pitché à terre. Fait que si tu le savais déjà, cool. Si tu le savais pas, ben, je sais pas si t'es aussi flabbergasté que moi, mais bienvenue dans le club. Les dernières questions... let's see, laquelle que je réponds en premier? En fait, il y en a 2 qui vont ensemble. Donc, je me suis fait poser la question comme ce genre de voyage-là, ça serait pour qui? Puis l'autre question, c'était j'ai vu que tu le refais l'année prochaine. Donc, une des questions, c'était ce voyage-là, c'est pour qui? Et comment tu penses que le pèlerinage va évoluer pour toi, pour Sylvie, tu sais, puis comment vous allez faire l'année prochaine? Donc moi, ce voyage-là, je pourrais vous dire le profil de personnes qui étaient là, mais je pense vraiment pas que c'est ça qui est important. Parce que oui, sur les 13, ben, mettons les 11 femmes, si on compte pas moi et Sylvie, il y en avait 6-7 que c'est des femmes retraitées, certaines d'entre elles veuves, qui ont 65 ans et plus, tu sais, qui ont déjà fait plein d'immersions spirituelles, puis de retraites organisées, etc. Par contre, je veux pas qu'on se limite à ça en se disant « Ah, ben, je suis pas encore à ma retraite » ou genre « J'en ai pas fait encore d'expérience spirituelle, donc c'est pas pour moi. » Vraiment pas. Il y avait moi, qui a 34 ans, ben 35 maintenant. Il y avait une autre fille de 34 ans aussi, tu sais. Donc, l'âge, le profil, d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait avant, je pense vraiment pas que c'est des critères qui m'aideraient à répondre à cette question-là de façon authentique et alignée. Moi, je pense plutôt que c'est un calling, genre ça t'appelle. Fait que, tu sais, si t'as suivi mes stories, puis que là, tu m'écoutes parler, puis que t'as peut-être commencé à suivre Sylvie aussi parce que tu connaissais pas trop son monde, puis tu vois comment elle... Mon Dieu, Sylvie, je pourrais la lire. Elle écrit tellement bien, puis elle explique tellement de choses, puis elle est tellement profonde, puis intègre dans ses enseignements. Puis on est vraiment loin de, genre, marcher 10 000 pas par jour, puis manger des protéines. Là. Pas que ça, c'est pas important, mais on est vraiment dans une profondeur spirituelle que... j'ai rarement côtoyé avant, là, pour vrai. Moi, Sylvie, c'est une très, très bonne amie. Maintenant, c'est un soul sister. On est rendu en plus des business partners. Puis, ceci étant dit, à chaque fois que je la côtoie, pour moi, je suis comme, mais quel privilège d'être dans l'énergie de cette femme-là et d'apprendre du wisdom, de la sagesse, de l'expérience terrain qu'elle a, tu sais. Son histoire de vie est incroyable. Donc, bref, si, comme je disais, tu as commencé à la suivre, tu as lu peut-être la page du pilgrimage sur son site web que je vais mettre aussi dans la description du podcast, que tu m'entends parler, puis tu as comme un calling, ben, je te dirais pourquoi pas, tu sais. Est-ce que c'est un gros investissement en termes d'argent, de temps, d'énergie? Oui. Oui, mais je veux dire... Il y en a qui vont dire non parce que c'est une priorité ou que le calling est très, très fort. Il y en a qui vont dire oui, mais pas maintenant pour des circonstances X. Genre, tu peux pas partir 2 semaines en Égypte en octobre quand tu as 3 enfants en bas âge ou quand financièrement, c'est pas là la priorité. Et puis tout ça est parfait, tu sais.
Mais where there's a will, where there's a calling, there's a way. Donc, si tu as envie de justement aller chercher un travail spirituel profond, de vraiment ressentir l'énergie d'un territoire aussi fort, de, oui, voir les aspects touristiques de l'Égypte, ça s'est toujours parlé, mais de le faire dans un luxe. Puis je parle pas de luxe, genre, des hôtels 5 étoiles, bien que oui, on a resté dans des endroits absolument magnifiques, mais le luxe des éléments, le luxe de l'alignement, le luxe du devotion, le luxe de cette essence-là qui est reflétée dans nous individuellement. Hein? C'est juste que là, on a le gros miroir de ce territoire-là qui est si puissant, tu sais. Alors, je te dis, pourquoi pas? Donc, Sylvie a une liste d'attente sur son site web. Tu peux juste comme t'inscrire sur la liste d'attente, puis tu vas recevoir les informations. Puis si rendu là, c'est un non, ben c'est un non. Puis si rendu là, c'est un peut-être, c'est un peut-être. Puis si rendu là, t'es comme oui, je veux y aller, it's a hell yes. Puis I'll make it happen, puis je vais trouver l'argent, puis je vais bloquer mon temps dans mon horaire. On n'a pas les dates exactes encore, mais ça risque d'être sensiblement la même chose au mois d'octobre. Donc, puis on a beaucoup d'intérêt, là. Même que moi, puis Sylvain était comme, on fait 2 groupes, genre l'année prochaine. Fait que tout ça, ça va être à suivre. Mais bien sûr, quand les informations puis les inscriptions, tout ça vont être confirmées, les dates, puis que ça t'appelle, ben n'hésite pas à me contacter, moi puis Sylvie, là, ça va nous faire plaisir. Et je parle souvent de Sylvie Ricky, mais ça, c'est une autre Sylvie. Ça aussi, je pense que j'ai déjà mentionné dans le podcast, mais juste pour pas qu'il y ait de confusion. C'est comment Sylvie Paquette, Sylvie Ricky, est pas sur Instagram, tu sais? Non, effectivement, elle l'est pas, mais Sylvie, son nom qu'elle utilise beaucoup, c'est Sylvia. Oui, elle a un Instagram que j'avais partagé plusieurs fois, sur lequel elle met beaucoup de contenu, justement, super inspirant. Donc, c'est 2 Sylvie différentes, tout aussi meaningful dans ma vie, pour lesquelles je suis tellement reconnaissante, qui sont, oui, les 2 dans le grand monde de la spiritualité, entre autres. Fait que je sais que ça peut être mêlant, fait que c'est pour ça que je voulais prendre le temps de mentionner la différence. Et la dernière question, how's the integration going? Donc, comment va mon intégration? L'intégration, c'est quoi? C'est vraiment le moment après quelque chose de transformateur, d'intense, de puissant, de différent dans ta vie, qui n'a pas besoin d'être 2 semaines de pèlerinage en Égypte. Hein? Peut-être que tu as été une fin de semaine avec tes chums de filles dans un chalet alors que ça faisait 3 ans que tu n'avais pas passé du temps toute seule sans tes enfants. Puis là, que tu reviens lundi matin, puis tu as un moment d'intégration. On vit souvent une intégration après un voyage, justement, après revenir de vacances, après avoir fait une séance de Reiki qui t'a shaké de l'intérieur, après avoir, je sais pas moi, livré une conférence dans ta business que ça faisait longtemps que tu préparais. Puis tu sais, comme le après, les jours, les semaines, même des fois les mois, même des fois les années, l'intégration après quelque chose de particulier dans notre vie, souvent on l'oublie. On l'ignore, on n'en prend pas compte. Pourquoi? Parce que souvent, on se relance dans notre vie d'avant, avant la dite expérience, parce que des fois, on n'a pas le choix. Hein? Faut aller travailler, il faut s'occuper des enfants, il faut faire de l'argent, il faut retourner à notre train-train quotidien. Par contre, l'intégration, je dirais que c'est quasiment plus important que l'expérience en soi. Parce que justement, ce qui se vit dans cette expérience-là ne peut qu'être transformateur dans ta vie que si tu prends le temps de l'intégrer dans ton quotidien. Puis ça veut dire quoi l'intégrer? Bien, ça dépend d'une personne à l'autre. Qu'est-ce qui peut t'aider à intégrer? Du temps, de l'espace. Donc, si possible, de ne pas te relancer dans 1 million d'affaires. S'il y avait de la musique inclue dans ton expérience, réécouter la musique. Moi, du journaling, ça m'aide énormément à process. Donc, souvent, je vais écrire. Me faire poser des questions spécifiques, ça m'aide aussi à process, à intégrer. Donc, c'est ce que je me fais aussi en même temps en ce moment, en faisant l'épisode de podcast. Ça fait partie de mon intégration. De s'observer, de regarder les photos, les vidéos pour revivre, se replonger dans l'expérience, d'en parler avec certaines personnes clés, de faire de la méditation puis de retourner dans certains sites sacrés, si c'était le cas, ou dans ton expérience que tu as vécue. Puis de t'observer. Fait que moi, mon intégration, ça va super bien. Je me sens vraiment, vraiment bien parce que mes journées, quand je suis revenue, ben j'avais rien dans mon horaire pendant 2 jours et demi. Je suis revenue le mardi soir tard. Mercredi, jeudi, j'avais absolument rien dans mon horaire. Vendredi, j'avais juste un petit truc en après-midi avec des amis. On a fait un cours de pole dancing. C'était écœurant. C'était vraiment nice. Puis le samedi, dimanche aussi, c'était assez vide. Fait que j'avais presque 5 jours où est-ce que j'avais presque rien dans mon horaire. Et là, je le sais, j'ai pas d'enfants à m'occuper, je travaille à mon entreprise, je fais ce que je veux quand je veux.
j'appelle pas ça de la chance. Peut-être que toi, tu vas dire que t'es chanceuse, mais en même temps, je me suis créé cette vie-là. Là. J'ai fait des choix pas toujours faciles pour avoir cette liberté-là. Mais ça, c'est sûr que ça m'a aidée, tu sais. Fait que ouais, ça va super bien. J'ai fait mon petit détox aussi, plus au niveau de mon corps physique, parce que je me sentais bien sûr inflammée, bloated, d'avoir mangé autant d'aliments différents. Le sommeil qui était pas super, être un petit peu jet lag aussi en revenant. Donc ça l'a ramené mon corps vraiment rapidement dans son homéostasie puis son optimal, sa santé optimale. M'entraîner, ça me ground énormément. Tu sais, je fais du journaling. Là, j'en parle de plus en plus en détail de certaines expériences, comme j'ai décrit aujourd'hui. Tu sais, je le fais depuis une semaine avec certaines amies, tu sais, les membres de ma famille, tout ça. Donc, tout ça, ça m'aide. Et au niveau vraiment là, profond, j'ai envie de dire cellulaire, là, dans mes cellules, je le savais là-bas qu'il y avait des choses qui étaient en train de shifter. J'étais pas capable de dire comment puis d'expliquer en mots, mais je le filais que j'avais des shifts à l'intérieur de moi qui se passaient. Je peux pas l'expliquer autrement. Puis je me disais, hey, j'ai hâte de voir ces shifts-là. Comment ils vont se manifester justement dans le 3D? Mais que je retourne dans ma vie, là, ben j'étais encore dans ma vie, mais je retourne, mettons, chez moi, dans une routine à la maison, que je revienne de voyage, tout ça, puis que je commence mon intégration, justement, j'ai hâte de voir comment ces shifts-là vont se manifester dans ma vie au quotidien. Et là, depuis ça fait combien de temps que je suis revenue? 2-3 semaines? À peu près. En tout cas, depuis mon retour, et surtout dans les 2 dernières semaines, là, je le vois concrètement. Puis je vais vous donner un exemple banal, là. Vous allez rire. Si tu me connais un petit peu, tu sais que moi, mon aliment différent préféré, c'est le popcorn. Hein? Quand je veux manger quelque chose de différent, puis que je veux me gâter, puis que je veux pas me faire comme « Oh mon Dieu, j'en ai trop mangé ou je le mange le soir », comme j'adore le popcorn. Bon, ben quand je suis revenue, quelques jours après, je me suis dit « Ah, j'ai rien à faire ce soir. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé du popcorn. J'étais en Égypte. Je vais aller m'acheter un sac, puis je vais manger du popcorn ce soir. Ça va être ça mon activité en lisant mon livre ou en écoutant quelque chose, tu sais. » Puis je vous jure que le popcorn, ça goûtait différent. Parce que, ouais, c'est pas une addiction au popcorn. Là. Je suis pas en train de dire que j'avais une addiction au popcorn. Mais ça reste que c'était quand même un élément, une petite chose dans ma vie que je faisais pas toujours intentionnellement, qui était des fois par défaut. Ah, j'ai pas de plan vendredi soir, donc je vais aller m'acheter du popcorn puis je vais manger ça. Ça va être ça, encore une fois, mon activité, entre guillemets, tu sais. Donc, parce que c'était pas 100% aligné avec mon essence puis des choix intentionnels, puis là, c'était juste comme « Hey, ça fait longtemps que j'en ai pas mangé, cool, ça va être ça. » C'était pas un choix genre « Je veux, je suis alignée, puis justement, c'est conscient. » Ben, j'étais comme « J'ai pas vraiment envie d'en manger, tu sais. » Fait que j'en ai mangé un peu, puis j'ai remis le sac dans l'armoire, tu sais. Fait qu'un petit shift comme ça, puis encore une fois, tu vas peut-être faire comme, OK, ça n'a pas rapport, Claude, c'est banal, mais non, parce que qu'est-ce que le popcorn signifie pour moi avec ma relation avec la nourriture, ma relation à manger des aliments différents sans me taper sur la tête, ma relation avec, justement, des fois, j'ai pas de plan, puis c'est comme mon mode par défaut, tu sais, de me tourner vers ça, ben ça l'a shifté absolument. Dans mes workouts aussi, je m'entraîne encore autant, mais j'ai changé certaines choses dans la façon que je m'entraîne. J'étais à la bibliothèque, je me suis pris 5 livres. Je lis toujours, mais je lis peut-être un petit 10 minutes d'habitude par soir. Puis des fois, comme je tombe endormie, fait que, tu sais, ou il est trop tard quand je commence à lire, fait que je lis pas beaucoup. Ou des fois, il y a des soirs que je lis même pas, tu sais. Là, je lis presque 1 heure par jour depuis que je suis revenue. Je suis pas quelqu'un qui scroll, mais une fois de temps en temps, comme tout le monde, je vais aller dans la section Reel, puis je vais scroller peut-être 2-3 minutes, genre 2-3 fois par semaine. Puis là, je me suis vu le faire, puis c'était comme non. Pas genre non, je peux pas, c'est pas bon pour ma santé, puis genre mes fonctions cognitives de scroller, pas du tout. Il y a juste comme un shift, genre c'était ça avant, là c'est plus ça. Des petites habitudes comme ça que ça fait longtemps que je veux peaufiner, que je veux améliorer ou que je veux amener justement un peu plus d'intégrité, de conscience, d'intention derrière. Là c'est comme c'est fini, shift, it's done. Nouveau standard, nouvelle façon d'opérer, de m'observer, puis c'est même plus une option de comme faut que je me convainque de lire un livre à la place de écouter quelque chose que moi j'écoute pas vraiment la télé là. Ben en fait, j'ai pas de télé. Fait que quand j'écoute quelque chose puis que j'ouvre genre Amazon Prime Video, des fois j'écoute quelque chose de genre random que je veux pas vraiment écouter, mais c'est juste pour être dans le background. Fait que tu sais encore une fois, c'est pas la fin du monde là, mais tu sais si je pourrais écouter quelque chose parce que j'ai envie d'écouter quelque chose, tu sais. Fait que toutes ces petites mini-affaires-là qui faisaient surface dans ma vie de temps en temps, ben là, c'est comme, non, fini. Fait que bref, ça va continuer de se manifester, l'intégration, de différentes façons dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Niveau professionnel aussi, je veux dire,
j'ai plein de choses à market en ce moment, là. Je veux dire, je parlais de l'atelier Danser avec ses hormones avec Mélissa. Je parlais de mes cours Moment Mouvement qui ont recommencé le 10 novembre. Je parlais de ma masterclass. En fait, ma masterclass, tu peux encore t'inscrire tant qu'à plugin masterclass. Oui, parce que, oui, on va être... c'est ça, l'épisode sort le 13 novembre, puis la masterclass est le 16, dimanche. Fait que, bref, je faisais de la promotion pour ça. Il y a le LinkedIn local West Island le 18, tu sais. Puis, encore une fois, je me suis rapidement observée dans des anciennes façons de faire du marketing. Tu sais, je vais poster telle affaire sur les réseaux sociaux, ça va être fait. Ou comme, je vais avoir un infolette, genre 3 fois par semaine, parce que comme... Non, genre, je vais poster si ça me tente, puis je vais faire du marketing différemment, je vais en parler différemment, je vais utiliser, entre guillemets, mon réseau différemment, parce que c'est ce que ça me tente de faire, puis je vais m'asseoir en méditation d'abondance à tous les jours pour attirer énergétiquement les bonnes personnes dans ces services-là, au lieu de m'acharner à faire plus de posts réseaux sociaux, parce que c'est ce que je fais depuis 2016, quand je veux faire de la promotion de certaines de mes offres, tu sais. Fait que c'est comme, non, si tu fais plus ça maintenant, c'est plus aligné, tu sais. Fait que ça, c'est vraiment cool de voir, encore une fois, dans un quotidien, ces petits shifts-là, ces grands shifts-là, qui se font automatiques, qui sont pas vraiment dans ma tête de genre réflexion, de dilemme, de me convaincre. C'est juste, c'est naturel maintenant. Et ce qui m'amène un peu à la conclusion, parce que je pourrais continuer à parler longtemps, puis ça fait déjà 55 minutes. C'est pour ça, en fait, qu'on fait tout ce genre de travail-là sur soi, puis qu'on travaille à faire du développement personnel et qu'on veut être bien spirituel. Hein? Je veux dire, c'est pour être des meilleurs humains. C'est pour que, justement, à tous les jours, dans les petites choses de ton quotidien, ce soit des choix qui sont, on va utiliser les mots typiques, là, alignés, intègres, intentionnels, conscients, tu sais, pour qu'on soit des meilleurs humains. Puis plus on est des meilleurs humains dans la gentillesse, dans la santé, dans l'énergie positive, dans des vibrations d'ouverture, d'expansion, d'abondance, de santé, d'amour, mais c'est comme ça qu'on littéralement change le monde, tu sais. Donc, votre travail sur vous, là, puis vos cérémonies, puis vos méditations, puis vos ci, puis vos ça, puis vos voyages en Égypte transformateurs, c'est pas pour vivre dans le 5D, puis être des êtres illuminés, genre, puis être meilleur que tout le monde, là. Non, c'est pour, ici, sur Terre, avoir une meilleure vie humaine, awesome, puis être des meilleurs humains. Ça dure tellement pas longtemps. Puis it doesn't mean anything. Donc, might as well make it mean something. Ça, c'est quelque chose que je dis souvent. C'est une grosse aventure, là, notre vie humaine. Fait qu'il faut prendre ça au sérieux, mais pas trop non plus, tu sais. Fait que bref, voilà ce que je voulais vous raconter aujourd'hui en répondant à vos questions. Je vous laisse avec un petit quote, même si je viens genre d'en dire un, là. C'est un quote que j'ai comme littéralement trouvé sur Google, là, je l'admets. Je regardais des quotes ou des mantras, justement, de l'Égypte ancienne. Puis il y en a un qui que tout de suite attrapé mon attention. Je l'ai traduit en français, là, donc c'est pas l'original. Si vous êtes puissante et influente, gagnez le respect par votre savoir et par la douceur de vos paroles. Puis je trouve que ça représente un peu mon intention avec le podcast aujourd'hui. Puissante. Bon, est-ce que je me considère comme quelqu'un de puissante? Je vais dire oui. Puis chacune d'entre vous à l'écoute en ce moment, vous êtes puissante à votre façon, absolument. On a parlé de Sekhmet, littéralement, qui est la déesse de la puissante. Si vous êtes influente, est-ce que je me considère comme quelqu'un d'influente? Oui. Je vous influence, ceux qui écoutent mon podcast. Toi aussi, qui est à l'écoute, t'influences tes enfants, ton conjoint, tes amis, tes collègues, etc. Donc, on est toutes puissantes, influentes. Et parce qu'on a cette puissance-là, cette influence-là, c'est vraiment par notre savoir, parce qu'on sait, aussi parce qu'on est, surtout, human being and not human doing. Et la dernière partie du quote que j'ai adoré, par la douceur de nos paroles. Puis j'espère que c'est quelque chose que j'arrive à mettre de l'avant à travers le podcast, que comme, je te dis pas quoi faire. Je te partage avec, oui, passion, bien sûr, avec sarcasme des fois, avec couleur et dynamisme et énergie, oui, mais qu'il y a une douceur derrière ce que je te dis parce que je te dis pas quoi faire. Tu sais, dans mes paroles, je veux que tu t'écoutes toi. Qu'est-ce que ça résonne en toi quand tu écoutes mes podcasts, quand tu m'écoutes parler de l'Égypte, tu sais? Pour te redonner le pouvoir. You do you, boo. Ça aussi, c'est quelque chose que je dis souvent, tu sais. Donc, dans cette position-là de puissance, d'influence, de respect, de savoir-être, de savoir-faire, est-ce qu'on peut amener cette douceur-là dans nos paroles pour avoir cette puissance-là, cette influence-là positive qui nous font du bien à nous, bien sûr, mais aussi aux autres, puis qui vont laisser des traces qui
je sais pas moi, dans 2000, 3000, 5000 ans, où est-ce que la civilisation va en être, puis la planète, mais tu sais, nous, là, aussi tard, j'ai envie de dire, aussi lointain, on retourne en Égypte ancienne pour voir justement comment c'était jadis, il y a tellement d'années, tu sais. Donc, who knows, avec l'énergie de nos paroles, puis de, justement, le fait qu'on est des humains qui aiment et qui sont gentils, qui sont dans la gratitude, ben c'est un impact qu'on va laisser vraiment, vraiment longtemps. Donc, voilà. Sur ce, je vous souhaite une journée awesome!